Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les structures de données et algorithmes, et aujourd'hui on va parler de l'insertion sort. On va continuer un petit peu la lignée de petites vidéos qu'on a pu faire récemment, entre autres sur le bubble sort et le selection sort, qui étaient un petit peu les premiers algorithmes qu'on a pu voir de tri. Alors en sachant que juste avant, on avait pu voir une famille d'algorithmes qui était plutôt sur la recherche, donc la linear search, la binary search, et on avait conclu que la binary search, c'était super, parce qu'une fois qu'on a notre tableau trié, qu'on a notre liste triée, qu'on a nos données triées, en fait, c'est super facile, c'est très rapide d'aller chercher à l'intérieur. Même si, bien entendu, la structure de données choisie impacte beaucoup, bien entendu, le résultat. Si on fait ça dans un tableau ou si on fait ça dans une liste chaînée, c'est pas la même chose. Mais bon, peu importe. Ensuite, on avait vu donc des algorithmes de tri. Donc la dernière fois, on avait vu le selection sort, qui était assez simple. Le bubble sort, qui était un tout petit peu plus compliqué dans le concept, on va dire, mais qui tous les deux avaient des avantages et des défauts. On avait conclu que le bubble sort, c'était quand même pas trop mal. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'insertion sort et d'un autre sujet en petite fin de vidéo qui va relier un petit peu ces trois algorithmes ensemble et le pourquoi du comment on les voit quand même. Alors, on va repartir d'un tableau, encore une fois. Vous pouvez, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose, sauf qu'avec de nouvelles valeurs. Voilà, on change un peu. Euh, Mais du coup, on va commencer à vouloir trier ce tableau. Alors, on va commencer à regarder la première case, hein, c'est logiquement, on va voir le 8, et on va regarder tout de suite la deuxième case. Et on va se dire, ok, est-ce que 1 est plus petit que 8? Et la réponse va être oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas rangé dans l'ordre croissant. Du coup, on va swapper les valeurs. On va mettre le 1, en fait, en réalité, là où il y a le 8, et le 8 là où il y a le 1. Je vais utiliser le terme swap, swapper, mais en fait, en réalité, je devrais plutôt dire on va insérer le 1 en première position. Et du coup, on va décaler le 8 en deuxième position de notre tableau. Donc du coup, ça va nous donner ça. Et maintenant, je sais que ces deux cases-là, si j'ignore le reste des cases, hein, en blanc, si je prends juste le 1 et le 8 comme ça, je sais que ces cases-là, elles sont déjà triées dans l'ordre croissant. Je sais que elles, j'ai plus besoin d'y toucher, entre guillemets, si j'avais rien d'autre dans mon tableau. Donc ça sous-entend aussi hein, que potentiellement, quelque chose que j'avais pas trop expliqué non plus dans les précédentes vidéos, c'est que dans un tableau, bah, si vous avez qu'une valeur, en fait il est déjà trié, donc vous n'avez rien à faire. Mais globalement, dans l'idée, c'est surtout de dire, ok, tout ce qui est en jaune là, je sais que c'est trié, j'ai plus besoin d'y toucher. Du coup, maintenant, je vais continuer mon opération. Je vais regarder la case d'après, donc cette fois là où il y a le 5, et je vais me dire, ok, là où il y a le 5, je vais comparer à mes valeurs triées. Est-ce que c'est au-dessus de 1? La réponse est oui. Est-ce que c'est au-dessus de 8? La réponse est non. Donc du coup, je sais que je vais devoir l'insérer, justement, entre ces deux cases. Comment je fais ça? Bah, simplement grâce à des opérations de swap. Encore une fois. Donc, toujours la même chose, peu importe le langage de programmation que vous utilisez, ça existe, vous changez une valeur pour une autre, potentiellement vous passez par donc une valeur temporaire, etc., etc. Bon, les opérations de swap très classiques, naturelles, quoi. Du coup, ça veut dire que maintenant, j'ai trois cases dans mon tableau qui sont déjà triées dans l'ordre croissant. Encore une fois, parce que j'ignore les cases qui ne sont pas en couleur jaune, là, actuellement. J'ignore ces cases-là, je m'en fiche. Je garde uniquement ces valeurs-là. Donc je sais que 1, 5, 8, bah oui, hein, 1, 5, 8, c'est bien trié dans l'ordre croissant. Du coup, on recommence de nouveau, avec le 2 cette fois. Est-ce que c'est supérieur à 1? Oui. Est-ce que c'est supérieur à 5? Non. Donc je sais que je vais devoir le mettre entre le 1 et le 5. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est que je l'insère. Donc je vais mettre dans cette case qui suit après le 1, et les deux autres valeurs, le 5 et le 8, je vais les décaler d'un cran. Donc du coup, je finis avec ce tableau. Je répète encore une fois l'opération avec le 0. Donc du coup, il va en toute première position. Je décale toutes les autres valeurs. Et puis avec le 9, je vois que je n'ai rien à faire. Donc on voit que c'est pas mal, que c'est assez sympa. Mais du coup, comme la dernière fois, si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si mon tableau, donc dans le cas de l'insertion sort, hein, encore une fois, si, dans mon tableau, qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà les valeurs triées? Parce que c'est ça qui nous avait fait un petit peu tilter, qui nous avait un petit peu surpris, c'est que quand on avait commencé à trier nous-mêmes, un peu avec une manière naïve, qu'on appelle le selection sort, bah, on s'était rendu compte que
c'est marrant, on avait beaucoup d'opérations à faire, même quand c'était trié. Le bubble sort venait résoudre ce problème, et est-ce que l'insertion sort va faire la même chose ou va faire différent? Bah, on va regarder. Je vais aller à la première case, je vais aller à la deuxième case, je vais dire, bon bah, est-ce que 1 est plus petit que 0, machin? Je vais dire, bah non, en fait, il est déjà bien positionné comme il faut. Pareil pour le 2, je vais dire, bon bah, est-ce que 2, est-ce qu'il est bien rangé? Oui, par rapport à la case 1, bah, c'est bien supérieur, donc c'est bon. Est-ce que le 5 est bien supérieur à 2? Encore une fois, oui, tout est bien rangé. Le 8, le 9, pareil. Donc au final, quand mon tableau est déjà trié, j'ai pas besoin de faire d'opération. J'ai rien besoin de faire. Donc c'est très important pour nous, parce que nous, on essaye d'étudier les algorithmes et surtout leur vitesse de croissance, quand ils vont avoir plus que de valeurs que simplement là, nos si pauvres valeurs, hein. Il faut imaginer toujours 1 million, 100 millions, etc. Il faut imaginer des quantités astronomiques. Et du coup, c'est bien parce que dans notre Big O analysis, qui nous permet mathématiquement, entre guillemets, avec une analyse asymptotique, comme on dit, bah, d'analyser tout ça, on voit que dans le meilleur des scénarios, ça reste Big O notation de n. Parce qu'en fait, on a juste dû passer à travers tous les cases du tableau une fois et dire, ah bah en fait, tout est trié, j'ai rien à faire. Mais bien entendu, dans le worst case scénario et dans l'average case scénario, eh bien, on retrouve ce qu'on avait pu trouver dans nos précédents algorithmes avec O de n au carré. Donc, encore une fois, une courbe qu'on n'aime pas trop voir, mais qu'on avait conclu que c'était quand même intéressant pour les petits sets les petits tableaux, les petites choses, ça peut être intéressant quand même, mais c'est vrai que c'est une courbe qu'on n'aime pas trop voir. Et je pourrais m'arrêter ici, je pourrais arrêter la vidéo ici pour vous dire, bah voilà, c'était l'insertion chart, merci, bonne journée, au revoir, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mais en réalité, j'ai pas fini, comme disait l'oncle dans cette fabuleuse série Jackie Chan, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, parce que oui, ça commence à être vieux. En fait, on a vu que ces trois algorithmes, jusqu'à présent, ils n'étaient pas terribles. C'est-à-dire que leur big O notation avec O n carré, on n'aime pas trop ça. Parce qu'on sait que dès qu'on va commencer à dépasser des grosses valeurs, bah, le carré, il va se faire sentir, hein. Si vous faites 100 au carré, 1000 au carré, 100 000 au carré, bah voilà, ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais du coup, pourquoi on en parle? Pourquoi, en fait, je prends quand même le temps de l'expliquer? Parce que je pourrais tout de suite dire, ah bah attendez, je vais vous montrer quelque chose de super efficace, super important. Ben, c'est parce qu'en fait, même s'ils sont pas toujours géniaux, ils ont quand même quelque chose d'intéressant. Quand on avait parlé des Big O Notation, rappelez-vous dans la vidéo, on avait dit que c'était la mesure de la croissance théorique de la complexité d'un algorithme en fonction de la taille de l'entrée. Et on avait dit qu'on mesurait ça, en fait, une croissance, c'était deux choses. C'était time complexity et c'était aussi space complexity. Et ça, c'est le point auquel je ne vous ai pas parlé parce que les big O notation que vous avez pu voir dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente, c'était time complexity, pas space complexity. Et space complexity, ben en fait, ici, pour les trois algorithmes, c'est la même chose. C'est O de 1. Et ça, c'est intéressant quand même comme propriété. Parce que ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que j'ai pas eu besoin d'espace mémoire en plus. Tout était, on dit, in place, donc c'est-à-dire tout était fait dans le tableau en lui-même. Et après, c'est juste que je faisais des swaps de changements de position de valeur. Ça veut dire que j'avais pas besoin de recréer un autre tableau, de refaire d'autres choses, etc., etc. Tout était in place. Et ça reste quand même un avantage de ces petits algorithmes qui peuvent être praticables dans quelques cas. Il faut voir comment ça s'intègre, bien entendu, dans votre projet, comment ça s'intègre, en fait, dans l'objectif que vous aviez initialement, et peut-être même dans l'exercice que vous étiez en train de résoudre sur LeetCode, qui va effectivement souvent ne pas favoriser ces algorithmes-là, mais qu'il faut quand même connaître, parce que c'est intéressant, et parce que ça nous aide à comprendre par la suite pourquoi d'autres algorithmes sont un petit peu plus efficaces. Voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter en plus de l'insertion sort, parce que j'avais pas pu en parler dans la précédente vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci, parce que on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça peut toujours m'aider, c'est toujours sympa. Si vous avez des questions, des commentaires ou des choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour justement, en fait, avoir les notifications, pardon, des prochaines vidéos. Encore une fois, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.